Alors, on a des vestiges de tranchées à Survilliers, et notre action, elle est menée depuis quelques années, parce que nous avons eu un habitant de Survilliers, M. Guy Benoît, qui a été conseiller municipal à une époque, qui s'est toujours beaucoup intéressé à la guerre de 14. Et il s'est demandé, lui, à un moment donné, il a vu des grands-pères qui étaient disparus, il a voulu faire une action de mémoire. Et il s'est basé sur Survilliers. Alors Survilliers, on avait un ancien monument aux morts qui était comme ça, qui a été modernisé, changé, que vous pouvez voir sur la route, et il y a 25 noms dessus. Il y a 25 donc, morts ou disparus de la guerre de 14. Il a fait un bouquin sous la forme « Chaque année qui était disparu » en 14-3, en 1915-6, etc. Pour chacun, grâce aux documents militaires, c'est-à-dire aux journaux de route des régiments, aux feuilles de décès qui étaient envoyées, etc., il a pu retracer le cheminement, la vie de chacun de ces soldats depuis leur mobilisation jusqu'à leur décès. Donc là, nous sommes sur un site où nous avons encore les vestiges de tranchées de la guerre de 14. Alors ne croyez pas que ce sont les mêmes choses que les tranchées de la Somme, de Verdun ou du chemin des Dames. Ça n'a rien à voir. Vous verrez, quand vous repartirez, il y a un petit monument en briques. Et on a créé ce monument, c'est l'ancien maire de Saint-Salvi. Voilà, une plaque. Et donc c'était juste pour commémorer le fait que ici, le 3 et le 2 et le 3 septembre, le 3 et le 4 septembre, pardon, 14, ça a été l'avant-poste des troupes françaises. Les Allemands venaient du nord, sont allés jusqu'à Senlis, ont armé, et là les Français ont reculé jusqu'à, ça a été l'extrême limite, ils ont reculé ici et ils se sont stabilisés. Pour vous remettre dans l'idée de l'époque, tout ça n'existait pas bien évidemment, le bois par contre est référencé sur notre cadastre, donc c'était une zone boiseuse, c'est un plateau, vous allez voir, on a une forte descente à faire. Ici, vraisemblablement, c'était des plaines, des vergers, des pièces agricoles. Sur cette partie de territoire, à cette époque-là, du fait de la retraite des Français et de l'arrivée de renforts, je dirais de Dammartin jusqu'à Viarmes, sur cette ligne à peu près là, il y avait des dizaines de milliers de soldats. Même ici à Survilliers, il faut imaginer que c'était des campements à tout va, quoi. Les troupes avaient reculé n'importe comment, avaient perdu beaucoup de matériel. C'est tout en train de se reconstituer. Jusqu'à Louvre, jusqu'à Marly. Voilà. Maintenant, nous allons accéder aux tranchées, aux vestiges des tranchées. Nous sommes donc sur les vestiges des tranchées. Alors, c'est pour ça que je l'annonce avant. Elles ne sont pas dans l'état qu'on le voit dans les films. Bah non. Alors, il faut savoir que... Comment dire ? En 1914, on a la déclaration de la mobilisation le 2 août. Le 2 août, et les événements commencent, la guerre commence vraiment qu'en septembre. Ici, donc il y a eu toute une campagne de renforcement de la ville de Paris, parce que l'on a appelé le camp retranché de Paris. Alors je précise, je ne suis pas historien, hein. J'ai travaillé avec un ami là, sur la guerre de 14-18, et le travail que l'on fait actuellement là, sur les tranchées, sur savoir ce qu'il en est exactement, c'est encore un peu expérimental. Donc on a appris cette existence des camps retranchés de Paris grâce à une exposition du département du Val d'Oise qui nous a un peu ouvert l'esprit, parce qu'on n'en parlait pas, en fait c'est occulté. Il faut savoir qu'ici il n'y a pas eu réellement des combats, c'est sûr comparé à la Somme, Verdun, le chemin des Dames où il y a eu des millions de morts, ici à Survilliers, même sur cette ligne de front il n'y a rien eu du tout. Enfin, pas grand chose. Non, il n'y a eu que des éclaireurs. Voilà, des éclaireurs. Donc les tranchées en fait, nous on pensait qu'elles avaient été faites au moment de ce repli des troupes françaises qui arrivant du nord, poursuivis par les Allemands. On s'est dit tiens, ils se sont positionnés ici, ils ont fait un moment d'arrêt. En fait non, ces tranchées, mais qu'il faut imaginer à l'époque, propres, avec du bois, des planchers, des étais qui les tenaient, ont été faites dans le cadre du camp retranché de Paris. En 1870, lors de la guerre avec la Prusse, les Prussiens sont allés jusqu'à Paris. Donc après, il y a eu toute une politique de faire un hérisson autour de Paris avec des forts, et également des ouvrages avancés, mobiles, etc. Ici, sachant qu'on est au point le plus extrême devant l'ennemi, vraisemblablement c'était des postes de guet. Donc, il faut comprendre ça. Il y a l'affaire du camp retranché, où il y avait des soldats qui étaient là, en observation, et pour annoncer l'arrivée d'éventuels ennemis. C'était ce qu'on appelait les territoriaux, les pépères. C'est-à-dire c'était plutôt des soldats qui allaient à 40 ans, qui étaient... parce qu'on envoyait au front plutôt les jeunes. Au départ, c'est des jeunes qui avaient 24, 25 ans,
Et plus on va vers 1918, plus ils sont jeunes. On le voit nous dans la liste de nos morts, plus on avance, plus les soldats sont jeunes. C'est normal parce qu'il y a eu des réinjections de classes de soldats. Une nouvelle classe. Ceux qui Donc arrivaient à ici, l'âge pourquoi ici déjà? Parce que géographiquement, on s'appuie sur un plateau. On a vu sur la route de Senlis, la plaine. Il faut imaginer, il n'y avait pas ce qu'on voit, les baraques, tout ça. Même les bois, on n'est pas certain que c'était comme ça exactement. Mais ici, c'est vraisemblable, c'est resté dans cet état. On est sur la ligne extrême pas des fortifications, mais des tranchées, des protections. Des défenses. Ça va de Viarmes, Luzerche. À Viarmes, ils ont retrouvé des traces de tranchées et eux, ils ont pris le parti de les remettre en état. Donc si vous allez à Viarmes, il y a une partie où on voit une centaine de mètres de tranchées qui ont été remis comme à l'époque. Nous, on a pris le parti de les laisser comme ça, par devoir de mémoire. Et notre chance, c'est qu'ailleurs, vous n'en voyez pas de tranchées. Mais il faut imaginer que de Luzerche jusqu'à quasiment Meaux, Damartin, la ligne existait. Mais tout ce qui était en plaine, bien évidemment, après 18, ça a été comblé par les agriculteurs. Ici, comme c'était dans une forêt pas trop exploitée, je pense, à l'époque, on a eu la chance que ça reste en bon état. Par contre, évidemment, à mon avis, tout ce qui était bout de bois, machin un peu industriel et tout, les populations ont dû s'en servir après-guerre pour faire du feu, reconstruire, etc. On sait très bien que quelque chose dans la nature qui n'est pas gardé et disparaît très vite. Donc il faut les imaginer. Et vous remarquerez qu'elles sont toutes en Z. Vous pouvez voir, donc ça c'est pour éviter s'il y a un coup de feu, ça tue une partie des gens. C'est des classiques de défense. Voilà, on va avancer si vous voulez pour voir jusqu'à l'orée du bois. Alors là à Senlis, il faut savoir, c'est l'Oise, c'est l'avancée extrême des troupes allemandes en bataillons constitués. Effectivement, comme dit madame, il y a eu des éclaireurs. Alors c'était les cavaliers à l'époque, c'est les hussards, les chasseurs, à cheval, équipés très légèrement, qui ont fait des reconnaissances. Ici, la légende, les anciens, ça disait oui, il y a eu 3 cavaliers, alors ils appelaient ça des hulans, ils se trompaient peut-être parce que c'était pas toujours des hulans, qui sont venus faire des reconnaissances. Effectivement, il y a eu des Français également le faisaient. Et c'est d'ailleurs effectivement grâce à des cavaliers et des reconnaissances aériennes que l'état-major s'aperçoit que les Allemands sont en train de et provoque cette contre-attaque dans la Marne, lors de la première bataille de la Marne. Voilà, donc pour vous faire voir, effectivement ça existe, ces tranchées existent partout. Il y a les forts, ça date de après 1870, mais déjà à l'époque techniquement c'était fini, ça ne servait à plus rien parce que l'armement avait tellement évolué, un fort ça ne servait plus à grand chose, sauf les immenses forts comme à Daumont ou sur Verdun. Là, on n'était pas dans les mêmes caractéristiques. Plus du stockage Voilà, stockage, et puis des soldats aussi qui étaient prêts à sortir du fort et à se déplacer sur les zones. D'ailleurs, c'est en hérisson autour de Paris. Ce que je voulais dire, donc il se passe ça à Senlis. Nous, on a la chance extrême, c'est que il y a eu une petite escarmouche à Pont-Armé, là, c'est le village juste au-dessus. Et après, tac, effectivement, il y a ce virage qui s'amorce de ce côté, en direction de Meaux pour la bataille de la Marne. Donc il ne se passe rien ici. Il faut savoir qu'il y avait eu de l'armement quand même assez lourd, ça devait être des canons de 75, qui étaient ici. À partir de novembre 14, le front se stabilise, puisqu'il est stabilisé plus vers la Somme, Verdun, etc., selon la ligne de tranchée qu'on peut voir à la mairie. Et ce camp retranché, progressivement, ils enlèvent de l'équipement, enfin tout ce qui est artillerie, pour le renvoyer sur le front. C'est logique, c'est une histoire de matériel. On est persuadé qu'ils n'arriveront plus à reculer jusqu'ici. À avancer jusqu'ici. Par contre, il y a eu aussi des progrès techniques pendant la guerre de 14. C'est-à-dire qu'en 1914, il y a eu un premier bombardement à Paris. Ce bombardement, il a été fait par un tout petit avion, style un Blériot, un truc tout simple, où un pilote a jeté une bombe qui est tombée à côté d'une église. J'ai oublié le nom à Paris. Ça a dû faire un mort, 3-4 blessés. Ça a fait très peu de morts, mais ça a vraiment, au niveau de la propagande de la psychologie, c'est important. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des zeppelins qui étaient capables de bombarder, mais pas énormément, parce que les zeppelins n'emportent pas beaucoup de charge. Mais progressivement, au fil du temps, jusqu'en 1917, après les Allemands ont créé des avions de combat, des bombardiers, le Gotha, qui emporte 6 tonnes de bombes. Et là, il y a plein de raids sur Paris, en zeppelin, en avion. Ce camp retranché, il sert donc aussi à quelque chose de très important, c'est que s'il n'est plus un contexte de bataille, de répondre à une bataille terrestre et d'infanterie, il rentre dans la guerre aérienne, l'aviation. Et comment? Tout simplement par l'écoute, la veille, l'observation. Et ici, j'ai un petit plan qui montre quelque chose. La défense aussi, parce que la défense, les canons qui étaient faits pour servir à terre, ça s'est mué en batterie anti-aérienne. Par exemple, à La Chapelle, il y avait un groupe de postes de guet
Et on voit certaines images, vous vous souvenez, les vieux gramophones qu'on avait avec des cornets, et ils avaient ça, ils écoutaient les sons au loin à travers ce genre d'appareil, la nuit ou quand il faisait sombre, qu'il y avait du brouillard. Et il y avait également des postes d'artillerie, des batteries anti-aériennes. Voilà. Il faut savoir, vous voyez, ça fait des points quoi, sur la carte. Ouais. Mais pourquoi il y avait ce maillage comme ça? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio, pas de radar, pas de machin. Un avion qui arrivait comme ça, les postes d'observation le signalaient, et au bruit toujours, ou à vue le jour, c'était pas idiot de venir le faire le jour, trop le jour, on pouvait tracer leur éventuelle trajectoire sur Paris, de quel côté. Donc ce corps retranché, il s'est transformé, comme tout au long de la guerre de 14. En 4 ans, il y a eu des progrès fabuleux au niveau technique. On est passé d'une défense simple à une écoute aérienne et une guerre plus aérienne. Vous avez les mêmes, renseignements, exactement. Et il y avait justement un poste anti-aérien quelque j'en part ai à Roissy, Dammartin. Mais il y en avait un aussi par ici, vers Saint-Vit. Moi, c'est les cartes que j'ai. Alors pour la petite histoire, Saint-Vit, c'est la petite commune, personne n'est de Saint-Vit ici. Il y a une petite chapelle, et dans cette chapelle, c'est recueilli le 2, voire le 3 septembre, Charles Péguy, qui est mort le 5, je crois. Et la petite chapelle a été détruite. Après, il y en a plein. Et là, on voit particulièrement, là où j'ai stabiloté, on voit la petite truc, et ça fait comme une main avec 2 doigts comme ça ici. Là. Et là, ça c'est Survilliers. En fait, ça correspond à un bois qui est plus haut. Donc on voit que les tranchées du plan retranché, elles étaient déjà référencées. J'ai brodé un peu. Oui, bonjour, donc je suis Eliane Laure, paroissienne et habitante de Survilliers depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc bienvenue dans l'église Saint-Martin de Survilliers, une église du 14e, 15e siècle. Je dis des bêtises. Non, 15e, 16e, vous rectifierez. Voilà. Et vous pouvez nous présenter Alors bien donc la nef principale avec au fond du chœur un magnifique vitrail représentant la transfiguration du Christ. Donc les parties de vitraux en fait sont d'époques différentes dans la mesure où à la Seconde Guerre mondiale une grande partie des vitraux, notamment les latéraux mais aussi donc une partie de ceux du chœur, ont été détruits et donc on n'a pas pu remettre à l'identique et donc nous avons quelques vitraux contemporains qui ont été faits donc fin XXe siècle. Voilà. Donc nous avançons. Alors les particularités remarquables de cette église donc sont dans les vitraux de ce côté-ci et nous avons comme particularité d'avoir 2 petites pièces qui sont quasi d'origine, qui se trouvent par ici. Donc tout en haut de ce vitrail, en partie gauche et droite supérieure, représentant donc Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et donc sont tout ce qu'il reste en fait des vitraux d'origine. Ouais, tout le reste a été fait ensuite ultérieurement. Donc les 2 tableaux remarquables dans cette église sont d'une part cette peinture qui est une copie donc d'après un tableau de Rubens, qui est donc l'adoration des mages, et de l'autre côté une composition du XVIIIe siècle représentant donc la présentation de l'enfant Jésus au temple au vieillard Siméon. Alors ensuite nous avons l'autel à la Vierge de ce côté-ci.
le bas-côté sud. Donc le tabernacle date du XVIIe siècle et la statue représente donc au pied de la Vierge Moïse avec le buisson ardent. Alors dans le chœur, le Christ en bois est du XVIIe siècle et le chandelier pascal ainsi que l'aigle lutrin sont également du XVIIe siècle. Quant aux boiseries qui sont dans le chœur, elles sont du XVIIIe. Alors, au sol sur lequel nous sommes passés, il y a des dalles qui sont donc des sépultures des 16e au XVIIIe siècle. Vous pouvez prendre Alors certaines gravures sont en partie visibles. Et là, par exemple, on voit que la personne est décédée au mois de mars 1640, donc XVIIe siècle. Tout n'est pas déchiffrable, mais on voit bien encore la date. Et c'est une femme, puisqu'on voit que laquelle est décédée le. Donc voilà. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas ouvrir l'église tous les jours, mais si vous souhaitez la visiter, il est toujours possible de contacter donc, notre communauté de sœurs servites de Marie au 01 34 68 36 12. Elles seront toujours ravies de pouvoir répondre à vos demandes dans la mesure du possible. Merci. Et certainement quelque chose que vous verrez nulle part ailleurs, c'est vraiment la haute technologie. Et puis au-dessus, c'est vraiment vous avez une pièce comme ça qui est plate au lieu de trouver, ça veut dire que vous allez récupérer les morceaux dans le sac. Bon, c'est pas trop sympathique, quoi. Donc les conditions de fonctionnement sont excessivement rigoureuses. Quand vous dites que ça se fait toujours, oui. La cartoucherie est toujours en bas. Ah oui. La cartoucherie ne sert que pour ça. Elle ne sert que pour les airbags ou elle ne fabrique plus que ça? Elle ne fabrique plus enfin presque que cela. D'accord. Elle fabrique encore quelques emboutis, mais surtout pour d'autres filiales du groupe. Et puis, elle fabrique aussi des charges de scellement, on va aller voir maintenant, qui sont des produits destinés au bâtiment. Donc, alors, ce sont des photos qui ont été prises après, bien sûr, c'est des photos qui ont été prises dans les années 45, 48, 50, mais, ou juste avant la guerre. Mais, alors, il y avait des hommes qui travaillaient, mais surtout à la mécanique et à la maintenance. Par contre, la question a été posée tout à l'heure, toutes les opérations de manipulation de petites pièces, les hommes ne sont pas très adroits pour faire ce genre de choses. Annulaire, donc munitions, 9 mm, 6 mm, 22 long rifle, etc. Et puis là, vous avez quelques amorces, et puis vous avez dans cette partie-là les charges de scellement. Donc, charges de scellement, je disais tout à l'heure, ce sont des munitions sans plomb,
qui sont destinés à enfoncer un clou avec les gaz qui sont générés par le départ du clou. Et on s'est retrouvé en 92 avec un peu d'emboutissage, un peu de charge de scellement, et puis, heureusement, un nouveau produit qui était des allumeurs destinés aux airbags. Alors, l'histoire de l'airbag, c'est une histoire qui est assez ancienne. Le principe de l'airbag, je crois que le permis, la licence a été déposée dans les années 50 ou des choses comme ça. Il n'y avait qu'un seul problème, c'est qu'on ne pouvait pas le monter sur les voitures parce qu'il y avait tellement de courants parasites que ça partait quand on ne voulait pas. Et il y a eu une amélioration dans les années 80 liée à l'arrivée du démarrage électronique, l'injection électronique. Et là, ils ont été obligés de trouver des solutions pour supprimer les courants parasites, parce que sinon ça ne fonctionnait pas. Et à partir de ce moment-là, Mercedes a dit « Ah, je veux des airbags sur mes voitures ». Bon, donc il s'est tourné vers une de ses filiales, une société allemande, Bayern Chemie, qui était spécialisée dans les missiles. Et en lui demandant, voilà, mettez-moi au point un airbag. Et la société en question travaillait avec une société française qui fabriquait l'initiateur. Et donc on s'est mis à travailler ensemble pour déterminer, pour mettre au point un allumeur et un système permettant de d'équiper les voitures d'airbag.